il n'y a pas de candidature spontanément européenne, alors que les candidats du Sud sont beaucoup plus coalisés pour avoir un candidat, soit d'Amérique latine, soit de l'Asie, singulièrement de l'Asie du Sud-Est, où l'Église catholique est la plus vibrayonnante, ou l'Afrique, avec 281 millions de catholiques. Ce n'est pas la région qui regroupe le plus de catholiques, c'est 20%. Oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Africactu numéro 25 déjà, toujours chez Global Africa Télésud et toujours avec notre compère préféré, Monsieur Emmanuel Dupuis. C'est réciproque, Alfred. Merci Emmanuel. Président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, mais toujours avec un regard très perçant sur l'Afrique. Emmanuel, l'Afrique est à l'ordre du jour en quelque sorte, puisque à la suite du décès du pape François, le conclave se réunit le 5 ou 6, bon, ça peut durer quelques jours, et on parle beaucoup de 3 candidats africains, malgré que, alors on dit que bon, ils ont des chances, mais malgré, bon, alors, tout est relatif. Cela dit, il n'y a quand même que 18 cardinaux électeurs originaires d'Afrique. Donc sur 135, donc, bon, on peut se poser des questions, mais quel est votre point de vue et aussi qu'est-ce que ça pourrait apporter le fait d'élire un Africain comme pape à l'Afrique? Parce que, pardon, mais on a eu le précédent d'Obama, sur lequel on a beaucoup fantasmé jusqu'à lui donner un prix Nobel, alors qu'il n'avait encore rien fait, avant qu'il commence son mandat. Et puis finalement, je crois qu'il y a beaucoup d'afro-descendants africains qui n'ont pas d'afro-descendants américains, pardon. Bon, c'était pas formidable. Alors, bon, revenons au pape. Alors, en fait, il y a un vrai paradoxe avec, avec ce conclave et la perspective d'un pape africain. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'un pape africain? C'est une sorte de marronnier. Ça revient à chaque fois qu'il y a un conclave. La dernière, en 2013. Déjà, on parlait de la Voix du Sud. Et vous savez ce que l'on dit quand on parle de l'élection pontificale, on n'en rentre papabile, il y en a plusieurs, une dizaine, et on en ressort cardinal. Ce qui veut dire qu'on n'est vraiment jamais sûr de celui qui est le plus favori. On parle beaucoup de Robert Sarah, l'archevêque, l'ex-archevêque de Conakry, qui est en lice parmi les noms africains que vous évoquez. On pourrait aussi parler de Peter Turkson, qui est un prélat ghanéen. On pourrait aussi parler de celui qui, à mon avis, est le plus enclin à être le favori, si vous voulez, une liste, Fridolin Ambongo Bessungo, qui est l'archevêque de Kinshasa. Mais la question, à mon avis, peut être posée autrement. Alors, vous avez raison de rappeler que sur les 135 cardinaux électeurs, ceux qui ont moins de 80 ans, il faut 90 voix. C'est la majorité. À partir de 90, la dernière fois, en 2013, il a fallu 5 tours de scrutin pour que le pape François soit élu. Mais il n'y a que 18 cardinaux africains. Mais si vous rajoutez les 23 cardinaux asiatiques, ça fait déjà une masse plus forte. Si vous rajoutez, en faisant le calcul exact, les 37 cardinaux d'Amérique, dont les 17 cardinaux d'Amérique du Sud et les 4 cardinaux d'Amérique centrale, vous l'avez déjà, la moitié du nombre de grands électeurs qu'il faut pour pouvoir être élu. Ensuite, deuxième élément, les cardinaux européens, 51 à 53, par rapport à l'âge avancé, ne sont pas du tout unifiés. Il n'y a pas de candidature spontanément européenne, alors que les candidats du Sud sont beaucoup plus coalisés pour avoir un candidat, soit d'Amérique latine, soit de l'Asie, singulièrement de l'Asie du Sud-Est, où l'Église catholique est la plus vibrayonnante, ou l'Afrique, avec 281 millions de catholiques. Ce n'est pas la région qui regroupe le plus de catholiques, c'est 20%. Oui, comme l'Europe. C'est 20%, mais la croissance démographique des catholiques, on en est aujourd'hui à 650 millions, 650 millions de chrétiens, dont 280 millions, faisons 300 millions, c'est plus simple, 300 millions de catholiques, à une croissance la plus forte que 3%. À peu près 4%, 3,81% précisément. Bon.
31%, pardon, pour être plus exact. Mais je crois que en fait, le propos le plus logique par rapport à cette élection, c'est, comme je le disais précédemment, à l'aune d'un paradoxe. Un candidat du Sud, fût-il africain, n'est pas forcément le plus progressiste. Ah oui, au contraire, l'Église du Sud, et singulièrement l'Église africaine, est beaucoup plus conservateur que l'Église du Nord. Si on prend par exemple le cas emblématique de la question du mariage pour tous, ou du rôle de la famille, ou du rôle et le sens moral traditionnel, de la rechristianisation, Robert Sarra apparaît comme ultra-conservateur. Et que beaucoup de prêtres aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans cette Église ou dans ce retour à un conservatisme qui n'était pas celui du mandat pontifical des 12 dernières années avec le pape François. Donc, un prêtre africain n'est pas un gage de solidarité vers les peuples en détresse qui réclament plus de droits ou plus de reconnaissance ou plus d'affirmation sur la scène internationale. J'ai sous les yeux les déclarations de l'Église de l'épiscopat nigérian qui mettait en avant le fait que les décisions papales semblant, celle de pape François, semblant reconnaître ou appelant potentiellement à une bénédiction des prêtres, des couples homosexuels, allaient, je cite, contre l'éthos culturel des communautés africaines. Et qu'il fallait donc ne pas l'appliquer. Ça veut dire qu'il y a vraiment une distension qui s'est créée entre un pape très miséricordieux, on ne le dira jamais assez, un pape un pèlerin de la paix, là aussi, qui s'inscrivait dans une forme de triple sacerdoce, la prière, l'aspiration ou l'empathie vers les pauvres, notamment sur la question des migrants, et puis le troisième, la paix, ou la consolidation de la paix. Force est de constater que ce soit Peter Turkson, le Ghanéen, Robert Sarra, le Guinéen, ou Fridolin Ambogo Bessongo, ils sont beaucoup plus conservateurs. Alors, on en viendrait presque aussi à oublier que le pape est avant tout l'évêque de Rome. Et que de ce point de vue, la papauté parle à Rome et au monde, urbi et orbi. C'est d'ailleurs le titre des homélies que le pape prodigue, si je puis le dire ainsi, à l'occasion de la célébration pascale. Et donc on parle à Rome, donc à la communauté des chrétiens, et on parle au monde avec une dimension à la fois spirituelle et temporelle. Alors de ce point de vue, est-ce qu'on peut aussi se poser la question de savoir si un prêtre progressiste du Nord n'est pas la meilleure façon de faire entendre la voix de ceux du Sud? Et là, pour le coup, ça devient beaucoup plus ouvert. Et il y a d'ailleurs plusieurs noms qui circulent. On n'est pas dans une logique... Il y a un Italien, je crois. Il y a plusieurs Italiens, mais il y en a un qui apparaît le plus enclin à s'inscrire dans cette geste. C'est Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne, le président de la conférence épiscopale italienne, qui coche toutes les cases. Il est italien. Il est le président de la conférence épiscopale. Et en même temps, il est issu d'une communauté qu'on nous connaît bien ici. D'ailleurs, un de ses membres les plus éminents, Mario Giro, s'est exprimé sur cette question la semaine dernière, tout comme Valérie Régnier, la présidente de Saint-Egidio France. Il est un prélat issu de Saint-Egidio. Il fait partie de ces cardinaux créés par le pape. Dernier point, ce conclave sera très intéressant pour deux autres raisons qu'on en viendrait presque à oublier. Que la plupart des cardinaux ne se connaissent pas, car le pape a été un très grand créateur de cardinaux. Et donc il a créé de nouveaux cardinaux sans que forcément il sache quelles sont l'ultime conviction des uns et des autres. Donc ça va être intéressant parce qu'il peut pas... Ils ne se connaissent pas trop entre eux. Ils se connaissent peu. Ils se connaissent peu. Et donc il y a eu beaucoup de créations de cardinalices en Asie du Sud, dans les églises opprimées, en Afrique. Et donc forcément, il y a là, pendant ce conclave, un vrai travail d'harmonisation des positions que devrait défendre la prochaine Église, en tout cas celle sous l'autorité donc de l'héritier de Saint-Pierre. Et puis deuxième élément, qui est un élément très important et d'une certaine façon qui est encore plus exacerbé cette année, c'est la politisation de l'élection. C'est qu'on voit dans le pape non seulement un leader spirituel, mais un leader temporel. Au moment où les organisations intergouvernementales faillissent. 80 ans de production théorique de paix onusienne qui ne fonctionne pas.
force est de constater que la diplomatie spirituelle, la capacité de médiation, la capacité d'interaction quand il s'agit de mettre autour d'une table des belligérants, en Centrafrique, au Niger, au Mali, et depuis quelques mois en République démocratique du Congo, puisque la SENCO, précisément, ce qui pourrait donner l'impression qu'il y aurait une forte symbolique à ce que l'archevêque de Kinshasa, très actif dans sa capacité de médiation entre les autorités politiques à Kinshasa et Kigali, puisse être un papabile qui a un sens politique. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention à l'occasion de ce conclave, qui devrait être conclusif, quoi qu'il arrive. Alors, il y a quand même eu dans le passé des moments un peu charnières. Pendant la Renaissance, il a fallu 6 mois pour qu'un pape sorte donc du conclave. Gageons que cette fois-ci, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Mais enfin, la dernière fois, il a quand même fallu 5 tours de scrutin. Justement, vous avez cité la RD Congo et l'autre information de ces derniers jours, c'est que apparemment ça chemine vers un accord de paix. Le Rwanda et la RDC ont fixé au 2 mai, donc c'est trop tôt pour nous pour connaître la réponse, mais la date limite pour ébaucher un accord de paix. Ils se sont rencontrés, les deux présidents de la RD Congo et du Rwanda, sous l'égide de Vance, le vice-président américain, et ils ont reconnu dans une déclaration commune les frontières de l'un à l'autre pays. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de bon augure? Alors déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit... Je s'y attendais pas. Vous m'ôtez l'idée de la bouche. Là, vous avez raison, Alfred. Quelle surprise, double surprise. Premièrement, de constater qu'alors qu'il y avait 2 médiations africaines, emprunt d'une certaine forme de logique à ce que le président de l'Union africaine, par ailleurs président de l'Angola, João Lourenço, mette le processus de Luanda au cœur d'une dynamique visant à rapprocher 2 pays qui appartiennent non seulement à l'Union africaine, mais à la communauté des États d'Afrique australe, et évidemment dans une logique de convivialité et de voisinage de la République démocratique du Congo, apaiser la République démocratique du Congo, comme chacun sait, est le pays qui a le plus de frontières par rapport à tous les autres pays africains, 9 pays frontaliers avec la RDC. Donc c'est vraiment un cas d'école de la manière dont la dimension subrégionale des médiations doit mettre en place. De l'autre côté, le processus de Nairobi, sous l'égide de l'ancien président Uhuru Kenyatta, montrait que les Africains devaient s'asseoir autour d'une même table. Et quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'au lieu d'aller à Nairobi ou d'aller à Luanda, les 2 présidents se sont déplacés à Doha, sous l'égide de l'émir Al-Thani. Je ne récuse pas cette médiation qui a été un accélérateur, et qui ensuite, par le truchement de Massad Boulos, le nouveau conseiller spécial, le missi dominici du président Trump pour le continent africain, qui ont donc mis les États-Unis au cœur du dispositif, marginalisant tous les autres acteurs. Donc d'un côté, une prémédiation à Doha, qui a rendu possible un accord de paix, et c'est là où c'est intéressant, dans une logique très commerciale, dans une pratique de la diplomatie transactionnelle, car Marco Rubio, qui était encore, avant d'être rebasculé, ce conseiller national à la sécurité suite au déplacement de Joe Valls comme ambassadeur à l'ONU, a mis en avant le fait que, contre toute attente, d'ailleurs Donald Trump l'a tweeté, le premier accord de paix dont peut se targuer le président américain, ce n'est pas un accord de paix avec l'Ukraine, avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine, ce n'est pas un accord de paix ou une cessation un arrêt séquencé du programme nucléaire iranien, mais c'est en République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans le tweet, il disait « À ma grande surprise, je découvre que les États-Unis ont été les seuls à avoir la capacité de dialoguer, de permettre au dialogue entre les 2. » Donc, premier élément, une certaine forme de surprise stratégique qui dit beaucoup sur le délitement du caractère traditionnel de la diplomatie. La diplomatie française a été totalement banalisée, marginalisée. La diplomatie belge aussi, parce que Kigali, le président Kagame, l'a récusé. Donc les États-Unis sont rentrés avec une forme de logique
il y a des matières premières dont nous avons besoin de part et d'autre de la frontière, peu importe si elles viennent du Rwanda, peu importe si elles viennent du Kivu, d'Ituri, enfin d'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous avons besoin de ces matières critiques. Donc, trouvons un arrangement. Donc, ça dit beaucoup aussi sur l'évolution des relations internationales et la manière dont désormais la paix peut être gagée par une dimension économique. Cet accord nous dit beaucoup sur la manière dont Volodymyr Zelensky et le président Poutine, à l'invitation, à l'aimable invitation, si je puis le rajouter ainsi, des États-Unis, vont aussi arriver vers une paix. Donc, il faut être positif. Néanmoins, vous avez raison. Pour l'instant, le président Tshisekedi est à Washington. Il s'agit d'un pré-accord dont l'objectif sera la semaine prochaine d'aboutir à une cessation des hostilités, un cessez-le-feu, un retour du M23 derrière la frontière congolaise, au Rwanda, et puis évidemment la reconnaissance des frontières. Dernier point, un peu comme cela s'était passé en 2015 au Mali. On fait la paix avec un groupe armé, le M23, soutenu par le Rwanda, en faisant mine que cela va régler la stabilité régionale. Or, le M23 ne fait partie n'est que un des centaines de groupes armés qui continuent d'obérer la sécurité depuis 30 ans, depuis les guerres civiles au Burundi, en Ouganda, et depuis le génocide évidemment rwandais entre avril et juillet 1994. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on trouve la capacité, une fois qu'on a fait un dialogue entre Kigali et Kinshasa, entre Kampala et Kinshasa. Et puis en y rajoutant aussi l'écheveau sécuritaire du Soudan du Sud, qui est re-rentré depuis maintenant un an dans une forme de guerre civile corrélative aussi à la guerre civile au Soudan. Comment est-ce qu'on trouve une manière de trouver un modus operandi qui permette de stabiliser et accessoirement de reconnaître les frontières, car c'est une partie importante de l'accord, non seulement vis-à-vis du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud. Ça va un peu mieux avec la Zambie, la Tanzanie et l'Angola, mais ne pas oublier aussi que la République centrafricaine et que l'instabilité pourtant de la République centrafricaine joue aussi sur la manière dont la situation en RDC ne peut pas être apaisée et stabilisée s'il y a tout autour de ces frontières des conflits à ses portes. Bon, on n'est pas arrivé au bout du chemin quand même. C'est que le début. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est la méthode. Oui. C'est que les Américains ont donné une date butoir, une vision très combinatoire en disant « vous faites la paix parce que nous avons besoin de commercer avec vous ». Et donc le commerce est au cœur de... On l'a répété à chaque fois, hein, la diplomatie transactionnelle trumpienne s'impose aussi sur le continent africain. Alors le président Macron, Emmanuel, notre président, pardon, a fait une visite d'État à Madagascar. Je crois que c'est depuis 2005 qu'un président français n'y avait pas mis les pieds. Et, il y a eu beaucoup d'accords économiques. Donc, projet de barrage hydroélectrique financé par l'AFD, l'agriculture, l'éducation, le souhait de restructurer la dette de Madagascar envers la France. Et dans tous les communiqués officiels, alors que c'est un sujet de désaccord récurrent, aucune mention n'est faite des îles éparses. Et donc, on s'interroge. Alors, c'était aussi à l'occasion d'un sommet de l'océan Indien, et pour les menaces éventuelles, enfin, se préparer à affronter les menaces éventuelles, mais je ne vois pas quelles sont ces menaces. Il y a deux choses. Pourquoi on ne parle pas des îles éparses? Mais c'est quoi dans l'océan Indien? En mer de Chine, oui, il y a des menaces, mais là... Alors, déjà, il faut rappeler que si on prend nos zones économiques exclusives, qui maintenant sont renforcées par la prolongation de la souveraineté nationale sur les plateaux continentaux. On a gagné 500 000 km et on a à peu près... Zone maritime. Zone maritime sur 640, 650 km entre le littoral et une zone
maritime, la souveraineté du pays s'impose sur 650 km. Ça veut dire que notre puissance maritime se situe là où nous avons des territoires. Et là où nous avons le plus de territoires. Or, il se trouve que les îles éparses, les 5 îles éparses, qui se situent dans le canal du Mozambique, oui, et une autre qui se situe à proximité de l'île Maurice, constituent une énorme zone économique maritime, dont les richesses de demain, où les richesses de demain se trouvent. Les nodules polymétalliques, c'est-à-dire la capacité de trouver en mer des terres rares ou des matériaux critiques que l'on cherche désormais de plus en plus sur Terre. Et bien évidemment, la capacité d'extraction pétrolière et gazière, notamment dans le canal du Mozambique, dont on sait qu'il regorge de gaz. Je vous donne un exemple, pas très loin des îles éparses dont nous parlons, donc le long de ce canal de Mozambique, entre le Madagascar et le nord-est du Mozambique, Total Energy a fait son plus gros investissement, 20 milliards de dollars, dans une usine de liquéfaction du gaz à Afungi, particulièrement sous tension par rapport à la menace de djihadistes qui mènent les Chebabs qui ont migré du sud de la Somalie tout le long de la frontière avec l'océan Indien. Donc, c'est stratégique d'un point de vue économique. C'est d'autant plus stratégique que désormais, depuis le 7 octobre, la traversée logique qui consisterait à ce que le pétrole et le gaz majoritairement extraits du golfe Persique passent par le détroit d'Ormuz, puis ensuite par le détroit de Bab el-Mandeb entre Djibouti et le Yémen, puis par le port de Port Saïd et par le canal de Suez, est perturbée, car les Houthis y mènent des frappes qui ont détourné 90% du commerce. Vers où? Précisément dans la zone dont nous parlons. Donc abandonner des territoires terrestres, si infimes soient-ils, ce sont des confitis, mais qui disposent d'une souveraineté absolument considérable, nous donne aussi une capacité d'être un protecteur du commerce mondial, ce qui fait de nous une puissance de l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est bien sûr la Chine, dans sa dimension septentrionale pacifique, mais c'est aussi la volonté de la Chine d'être un acteur dans la zone méridionale de ces deux océans. Donc au moment où nous abandonnerions nos îles, les Chinois, eux, vont évidemment tout faire pour être encore plus présents. 90% des droits de pêche de Madagascar ont été vendus à des entreprises de pêche chinoises. Donc c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Deuxième élément, la région que le président a visitée, il a visité non seulement Madagascar, mais Mayotte et l'île de la Réunion. Il a abrégé, il n'a pas pu se rendre à l'île Maurice, justement pour pouvoir assister aux obsèques du pape François. Donc c'était la 5e réunion de la commission de l'océan Indien. Mayotte n'est rentré que très tardivement dans cette commission de l'océan Indien, mais ça veut dire que la France a son rôle à jouer dans cette région du monde, car avec l'ancienne colonisation mauricienne, avant qu'elle ne soit britannique, avec notre département et région d'outre-mer qu'est la Réunion, qui fait partie des 8 régions ultrapériphériques européennes, ce qui fait que c'est l'Europe qui est en jeu autant que la France, avec un département français, le dernier, qui a confirmé son attachement à la France en 1999, dans une énorme majorité, une très large majorité, 99% des votes, dans une région dans laquelle se trouve non seulement un partenaire économique important, parce que traditionnellement, faisant partie de notre historicité coloniale, depuis le XVe siècle jusqu'à l'indépendance en 1960, même si Madagascar ne faisait pas partie de notre, entre guillemets, empire, ni l'Afrique équatoriale, ni l'Afrique occidentale ou équatoriale française. Tout le monde a à l'esprit aussi que Mayotte fut longtemps, les Comores furent longtemps une colonie française, jusqu'en 1975. Ça veut dire que notre rôle est fort, notre empreinte est forte. Et au moment où cette empreinte est forte, des bruits insistants consisteraient à dire que le président serait en train de céder sur une demande récurrente faite par le président Andry Rajoelina, et de ses prédécesseurs du reste, selon laquelle la France devrait céder ses îles. Mais il a le droit. De jurer, ces îles font partie des zones et des régions à décoloniser. En 1963, il y a une liste de territoires de possession coloniale que les États
ex-colonisateurs devaient décoloniser le Sahara occidental, les Canaries, la Nouvelle-Calédonie, les îles Éparses. Je crois pas me tromper en vous disant que la Martinique et la Guadeloupe faisaient aussi partie, ou la Guyane faisait aussi partie de cette liste. C'est une liste qui déjurait... Ils sont plus français que les Niçois depuis des siècles. Il y a une différence entre la réelle politique, si vous voulez, et le droit international. Enfin, juridiquement, oui, le président malgache s'appuie sur une décision qui avait été, je crois, prise par le président Chirac, consistant à trouver un modus operandi pour la co-gestion de ces îles. Alors, c'est là où tout est dans le diable étant dans le détail. La co-gestion, ça veut dire qu'en gros, in fine, on cède un pan de notre souveraineté, puisqu'on va co-gérer ces îles. Ensuite, ces îles ont la nécessité d'être potentiellement exploitées, avec les moyens dont nous disposons, faibles, en tout cas militairement, mais et bien évidemment, le corollaire, et c'est là où la difficulté advient, c'est que tout le monde sait que Madagascar n'a pas la capacité de les gérer, ces îles. Donc le grand danger, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une cogestion franco-malgache, mais dans une cogestion franco-malgache pour laquelle Madagascar aurait externalisé vers d'autres pays, et notamment la Chine. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans une logique où nous perdrions ces territoires qui représentent 93% de nos zones économiques exclusives, pas seulement les îles Éparses, mais les îles Éparses appartiennent aux terres australes et antarctiques. Et que si on continue comme ça, à ce moment-là, peut-être qu'on va nous récuser la légitimité de l'île de Crozet, de l'île d'Amsterdam, et après tout, récuser le fait que nous soyons aussi une puissance antarctique. Et puis de rendre Nice à l'Italie, peut-être. Alors, il y avait déjà eu un préalable, et je crois que c'est important de le mettre en avant, où le président Chirac avait promis à l'île Maurice de rétrocéder l'îlot de Tromelin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, ça remonte à 2004. Et puis, c'était plus ou moins mis sous boisseau. Et puis, il a fallu un texte qui a été présenté au Parlement pour que les parlementaires s'en offusquent, notamment un que je connais bien, et je me permets ainsi de le citer, Philippe Folliot, député du Tarn, qui s'est arc-bouté en disant qu'il est hors de question que nous soyons dans une logique de co-gestion de l'île de Tromelin qui, in fine, aboutira à la perte de souveraineté sur l'île, parce qu'il y a des alternatives. Et c'est peut-être là où la visite du président n'a pas été très conclusive, ou en tout cas très rassurante, car au lieu de penser à la cogestion, peut-être aurait-il fallu inscrire ces îles, comme ça a été fait pour Tromelin, sous l'étiquette des laboratoires mondiaux de la biodiversité, faisant de ces îles des îles dans lesquelles il n'y a pas d'infrastructure militaire, mais où l'on veille à la protection de la biodiversité. Mais la liste que vous avez citée tout à l'heure, c'était quoi, une résolution de l'ONU ? Alors je sais pas si ça, juridiquement, je ne sais pas si c'est une résolution de l'ONU, c'est une liste déclarant qu'un certain nombre de territoires issus de la colonisation doivent être décolonisés. Bon, mais comme on vit une époque, vous avez dit aussi tout à l'heure, cher Emmanuel, que... C'est forcément, maintenant que je réfléchis, non, c'est forcément une résolution onusienne. C'est forcément une résolution onusienne parce que c'est passé devant le Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui a établi cette liste. Mais pour vous rassurer, hein, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal et la France doivent décoloniser un certain nombre de territoires qu'elles ont encore sous leur autorité. L'île de Chagos, je prends cet exemple qui me revient à l'esprit, l'île de Chagos où la Grande-Bretagne a installé une base ô combien stratégique de Diego Garcia, fait partie des territoires à décoloniser aussi. Bon. Mais là, vous avez dit aussi que 80 ans d'ONU, c'est une faillite. Donc aujourd'hui, en plus, le grand Trump veut s'approprier le Groenland, le Canada. Donc, c'est-à-dire l'état de droit est en train de s'effondrer. Donc pourquoi nous est-ce qu'elles sont... De nouveau, on touche au paradoxe. On aurait dû affirmer ou réaffirmer la souveraineté sur ces territoires qui nous sont stratégiquement
vitaux. Et au contraire, pour essayer, et c'est peut-être là qu'il faut avoir cela à l'esprit, car le voyage du président Macron à Madagascar, notamment, hein, à Madagascar est important parce que c'est 90% de la population de la zone, en englobant les Comores et l'île Maurice et les Seychelles, un peu plus au nord, de la zone donc de l'océan Indien, enfin du sud de l'océan Indien, partie méridionale de l'océan Indien. Donc Madagascar a cette capacité d'être le plus gros morceau. Le problème, c'est que le président Rajoelina, tout comme le président Tebboune, sont rentrés dans une même logique vis-à-vis de la France. La repentance, la rétrocession d'un certain nombre d'artefacts, le crâne du roi Taoura, qui avait été donc tué par les forces françaises à la fin du XIXe siècle. Il y a eu une cérémonie d'ailleurs où le président français a mis en scène la création d'une commission mixte historique pour que les responsabilités de la France vis-à-vis de la colonisation à Madagascar soient établies. Mais on est dans une même logique vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'il y a aussi un autre cas dont il a été question, c'est le cas d'un citoyen français, franco-malgache, Paul Maillot, qui est détenu depuis 2 ans et demi. Ça nous rappelle quand même un peu le cas de Boualem Sansal, utilisé comme une façon de mettre la pression sur le président Emmanuel Macron. Je ne voudrais pas que la rétrocession des îles éparses ait été la condition d'un apaisement de nos relations vis-à-vis de ces 2 sujets. Il faut tout faire pour que Paul Maillot sorte des geôles, mais il ne faut pas céder à une logique de prise en otage de notre diplomatie bilatérale par Madagascar. Ben, j'espère. Emmanuel, merci. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Partagé. Quant à nous, nous allons accueillir Madame Rebecca Ayoko, qui fut l'égérie de Yves Saint Laurent. Elle vient de publier un livre autobiographique.